des investisseurs qui ne sont pas toujours aussi familiers avec l'Afrique. Mais un aspect qui est important aujourd'hui, c'est d'encourager les institutions financières africaines à investir en Afrique et d'aller d'une partie de l'Afrique de l'autre, de l'Est vers l'Ouest, de l'Ouest vers l'Est, vers le Sud, vers le Nord, et non pas de se cantonner à leur pays, mais de voir avoir une approche beaucoup plus régionale et même continentale de leurs opérations. Et un grand nombre d'acteurs aujourd'hui en Afrique font cela, et c'est une évolution très positive et que nous voyons au fur et à mesure que les différentes séances de la FIS ont lieu, que nous voyons s'augmenter au cours du temps. Au Togo, les priorités de la société financière internationale sont définies avec un focus sur le soutien à des chaînes de valeur de l'agro-industrie, la réduction des écarts en matière d'infrastructures et de connectivité, la promotion de l'inclusion numérique, entre autres. Alors, nous sommes présents en Afrique depuis plus de 60 ans. Nous sommes donc un investisseur de long terme, mais nous avons très fortement augmenté nos opérations au cours des dernières années. L'année fiscale dernière qui s'est terminée en juin, donc les 12 derniers mois de juillet 2022 à juin 2023, nous avons déployé en Afrique 11,5 milliards de dollars américains. Donc des montants pour nous historiques. Mais ce qui est important, c'est que nous avons déployé ces montants dans 40 pays. Nous avons fait des investissements à long terme dans 40 pays en Afrique. Nous avons ouvert un bureau ici et depuis que nous avons une présence sur place, nous avons la possibilité d'avoir un dialogue beaucoup plus soutenu avec les entreprises togolaises, de comprendre beaucoup mieux leurs besoins. Et à travers ces instruments-là, nous pouvons soutenir le tissu économique togolais. Il y a 2 ans, nous avons fait 10 millions de dollars. L'année dernière, nous avons fait 20 millions de dollars. Et je suis très confiant que cette année fiscale, donc au cours des prochains 6 mois, nous allons très probablement dépasser les 100 millions de dollars d'investissement ici au Togo, ce qui pour nous est un montant évidemment important et qui, je pense, contribuera fortement à la création de l'emploi, à la création d'activités économiques et au développement du pays. La SFI regroupe aujourd'hui 178 pays membres, tout comme au sein du FMI et de la Banque mondiale. À la 3e édition de la FIS, le baromètre de l'industrie financière 2023, présenté au public, révèle le rôle que chaque acteur du monde financier devra jouer pour permettre à l'Afrique de prendre son destin en main. Gisèle Kozona. Avec une part de 4% seulement des émissions mondiales de gaz à effet de serre, l'Afrique est le continent qui pèse le moins dans le changement climatique. Mais elle apparaît très vulnérable à ces effets, notamment les inondations, les stress hydriques, la perturbation des cycles agricoles, lesquels aggravent encore plus la pauvreté. Le baromètre de l'industrie financière africaine, publié par le cabinet Deloitte au cours de la FIS 2023, prévoit que l'inaction climatique pourrait entraîner pour l'Afrique 2 000 milliards de dollars de pertes sur son PIB de 2070, soit un impact sur le PIB estimé à moins 14% pour le continent contre moins 1,5% pour l'Europe et moins 5,7% pour les Amériques, avec l'Amérique du Sud nettement plus touchée à hauteur de moins 12% de son PIB. Le secteur financier africain devrait jouer pour soutenir le financement de l'action climatique. Améliorer la durabilité financière apparaît donc comme une étape fondamentale. De nombreuses institutions financières craignent encore de pertes en compétitivité si elles prennent des engagements forts et développent un portefeuille vert alors que leurs concurrentes ne le font pas. Pour toutes ces raisons, le baromètre de l'industrie financière démontre qu'il faut encourager les institutions financières africaines à s'engager pour le climat sans attendre le changement de la réglementation. Deloitte et la FIS ont dévoilé les résultats du 3e baromètre de l'industrie financière africaine. De la perception du secteur sur les progrès de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, à l'introduction des monnaies numériques par les banques centrales, en passant par la question de l'intégration des femmes dans les conseils d'administration, ce rapport annuel fournit une analyse globale des modèles économiques de gouvernance et la réponse face aux réglementations des banques, des assurances, des fintechs et des acteurs du marché des capitaux sur l'ensemble du continent. Et en marge du sommet de la FIS,
Carmen Madi Akapo s'est entretenu avec M. Aristide Ouattara. Il est associé chargé de l'industrie financière chez Deloitte. Suivez. Aristide Ouattara, vous êtes associé chargé de l'industrie financière chez Deloitte. Tout à fait. Pour la 3e édition de l'Africa Financial Industry Summit à FIS 2023, vous avez publié le baromètre de l'industrie financière. Si je peux me permettre ce mot, quelle est la température de l'industrie financière africaine? Écoutez, madame, déjà je vous remercie de me donner l'opportunité de partager ce baromètre qui est le 3e qu'on réalise, dont l'objectif est, vous avez trouvé le bon mot, de donner la température justement de l'industrie financière. Alors je peux vous dire que la température est bonne, c'est même une surprise pour nous, mais la température est bonne puisque les dirigeants d'entreprises qui ont répondu au sondage ayant permis de consulter ce baromètre indiquent une certaine confiance aux perspectives de l'industrie, malgré les différents éléments de crise. Et d'ailleurs, le thème de la FIS démontre cette bonne température, puisque l'objectif est d'avoir une industrie financière africaine de classe mondiale. Et donc, les indicateurs de ce baromètre, en tout cas, confirment que l'Afrique va sur ce chemin-là. Peut-être pas à la vitesse qu'on souhaite, mais en tout cas, elle est en train de prendre ce chemin avec des indicateurs financiers déjà qui sont plus solides que prévu. Donc, il y a de la résilience par rapport aux facteurs de crise. Donc, en un mot, oui, la température est bonne, mais ça ne doit pas cacher un certain nombre de défis. Mais ces défis n'empêchent pas, une fois de plus, le secteur financier africain de continuer à être ambitieux pour devenir un vrai instrument de financement de l'économie. Et alors, quels sont les enjeux et les perspectives du secteur? Voilà. Donc, comme je l'ai dit, tout n'est pas rose. Les enjeux et les contraintes, malheureusement, d'une année à l'autre, sont les mêmes. Donc, il y a cette exposition quand même, premièrement, aux risques sécuritaires et géopolitiques. Donc, dans le baromètre, on a posé la question sur une dizaine de menaces. On a demandé aux dirigeants de classifier les principales menaces. La première qui est revenue, c'est l'impact au fait des crises sécuritaires sur l'industrie financière. Quand on a une crise politique, par exemple, et sécuritaire, le secteur financier est celui qui souffre le plus, puisqu'ils sont au centre de toutes les transactions financières. Et une banque, une instruction financière doit tout faire pour honorer les besoins au fait, de ses clients. Donc les crises sécuritaires et politiques, notamment qu'on connaît dans la zone UEMOA, mais partout en Afrique, font partie des premiers motifs d'inquiétude de ces dirigeants. Le deuxième point qui a été présenté, c'est tout ce qui est en lien avec la cybersécurité, le risque de cybersécurité. Parce qu'à côté, il y a cette tendance à digitaliser, parce qu'on n'a pas le choix, il faut digitaliser les produits financiers, les processus internes. Mais quand on digitalise, on s'expose au risque de cybersécurité. Le troisième enjeu porte sur l'inflation. On en parle beaucoup, l'inflation qui est aujourd'hui, même si ça commence à s'améliorer, l'inflation va amener les banques, les assurances, en tout cas l'industrie financière, à devoir transférer les prix, le coût de leurs prestations aux consommateurs, et donc forcément qu'ils ne seront pas ravis de cette situation, et donc ça réduit la capacité de financement en fait, de ces banques-là. Et puis le dernier enjeu, ça porte sur la politique de change des banques centrales. Voilà. Et c'est un peu lié au précédent. Aujourd'hui, il y a vraiment une raréfaction des devises, et donc les banques aujourd'hui se retrouvent très contraintes par les banques centrales quand elles veulent par exemple faire des transactions à l'étranger, ou quand un client veut faire une transaction à l'étranger, à cause de la raréfaction des devises, les banques centrales ont des politiques restrictives, et ça a aussi un impact. C'est une menace en tout cas, un enjeu important pour le secteur. Voilà. Donc ça c'est les enjeux. Maintenant les perspectives, comme je l'ai dit, on a un secteur bancaire qui est extrêmement agile et pragmatique. Voilà. Donc, les banques, malgré ces difficultés, s'adaptent, et cette adaptabilité crée beaucoup d'ingénierie.
On a beaucoup d'ingénierie, on voit qu'il y a une capacité à créer des produits, à créer des solutions. Dans le cadre de la FIS, on a eu le forum justement de la titrisation qui était intégré au niveau de la FIS, où le ministre des Finances, de l'économie des finances du Togo a fait d'ailleurs une introduction extrêmement édifiante sur le fait que même les États sont prêts à aller dans l'innovation financière. Et cette innovation financière passe par le secteur financier, donc notamment par la titrisation. Donc le Togo a accueilli donc, pour la 2e année consécutive le forum de la titrisation. Voilà. Donc tout ça, ce sont des innovations qui donnent de bonnes perspectives à l'industrie financière. Il y a également un autre sujet très important en termes de perspective, c'est tout ce qui est la finance verte. Voilà. Aujourd'hui, l'Afrique a un potentiel immense. Le bassin du Congo représente, je pense, la plus grande zone de séquestration au fait, du carbone, et c'est monétisable. Voilà. Et donc cette mine qu'on a permet justement à l'Afrique de disposer d'un vivier très important d'instruments financiers liés justement à la transition climatique. Aujourd'hui, la transition énergétique, elle ne peut pas se faire sans l'Afrique. C'est l'Afrique qui a les matières premières pour produire les batteries. Une fois de plus, j'ai parlé du potentiel de carbone. Et tout ça, ça peut être transformé en instruments financiers. Voilà. Mais il faut que ce soit des instruments financiers qui sont adaptés à l'Afrique. Voilà. Et le dernier challenge, mais je pense l'un des plus importants, c'est le côté fragmenté des réglementations en Afrique. Vous savez que si on prend l'industrie bancaire, il y a presque 41 banques centrales en Afrique. Et presque autant de monnaies. D'accord ? On a uniquement 2 zones en réalité qui ont des monnaies communes et des régulateurs communs. C'est la zone CEMAC et la zone BCAO. Sinon, on se retrouve avec 41 banques centrales, donc avec 41 réglementations. Donc un groupe bancaire, tel que Ecobank ou UBA ou Vista, ils vont se retrouver avec 41 réglementations. Voilà. Et donc ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à vouloir devenir une industrie financière de classe mondiale si on n'arrive pas à harmoniser ces réglementations. Raison pour laquelle il y a des travaux en cours. Il y a eu une séance très intéressante sur la création d'une autorité bancaire panafricaine. Et l'industrie financière est très soudée par rapport à cela. Et donc il y a vraiment de bons motifs d'espoir. Alors, ce baromètre a été publié dans un contexte de crise. Oui. Je veux faire allusion à l'inflation, la guerre en Ukraine et peut-être l'insécurité sous-régionale. Oui. Est-ce que ça n'a pas d'impact sur l'industrie financière africaine? Alors oui, forcément, on est dans un monde interconnecté, il y a de l'impact. Je vais vous donner un exemple. En fin d'année 2022, on avait fini le baromètre. Il y a eu juste, dès qu'on a publié le baromètre, il y a eu les crises de la faillite de SVB, Silicon Valley Bank, ensuite une crise de liquidité et également, vous avez vu que Crédit Suisse par exemple a été racheté, donc il y avait beaucoup de questions. Donc on a fait un mini baromètre en début d'année et l'optimisme de 2022 était complètement chamboulé. 6 mois après, on retrouve une confiance. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que forcément l'industrie financière peut être impactée à court terme sur ces sujets, mais il y a une capacité il y a une résilience, une capacité d'adaptation qui est exceptionnelle au niveau de l'industrie financière. Donc, il y a des impacts à court terme, mais les impacts à long terme sont maîtrisés parce que l'industrie s'adapte assez rapidement. Voilà. Et nous sommes à la fin de la 3e édition de l'Africa Financial Industry Summit. Et si on vous disait de faire un petit bilan, que diriez-vous? Alors, de l'AFIS, c'est ça? Alors, je pense que dans le périmètre de toutes ces conférences, l'AFIS est de très loin, en tout cas pour ce qui concerne l'industrie financière, est de très loin l'édition la plus complète, la conférence la plus complète. Deloitte est knowledge partner de l'AFIS depuis le début. Et donc, en tant que knowledge partner, notre objectif est de s'assurer de la qualité du contenu. Donc, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais en tout cas, on a travaillé pour que ce contenu soit utile à l'ensemble des 1000 participants qui viennent. Donc, le bilan était satisfaisant, les débats étaient excellents, les salles étaient pleines.
il y avait des interactions, on a eu des interlocuteurs de très très haut niveau. J'ai parlé de votre ministre, le président lui-même en personne était là. Il y avait 5-6 gouverneurs de banque centrale, une dizaine de ministres des finances, tout l'écosystème présent. On va aussi, il y aura des comptes rendus et des points à suivre. C'est vrai que ce qui manque souvent dans ce genre d'événements, au-delà de l'aspect networking, le réseau qui est important, il y a un agenda. Voilà. Donc, par exemple, au niveau de l'AFIS, on a ce qu'on appelle un council, donc un conseil au fait, des membres de l'AFIS qui s'assure que d'année en année, on a des thématiques qui avancent. Est-ce que vous pensez que l'AFIS peut effectivement contribuer à asseoir une industrie financière africaine? Alors, l'AFIS, pas toute seule, hein, enfin, l'événement tout seul ne peut pas le faire, mais l'AFIS peut accélérer. Pour avancer les choses, il faut s'asseoir, il faut discuter. Quand même, avoir 1000 dirigeants d'entreprises, enfin de l'industrie financière au même endroit, ça ne peut que faire avancer les choses. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il ne faut pas que ce soit one shot. C'est pour ça que entre les deux événements, il y a une série d'autres événements liés qui vont se mettre en place. Il y aura des webinars, il y aura des ateliers spécifiques qui vont se mettre en place pour qu'on ait un agenda un peu régulier, permanent. En gros, je peux considérer que l'AFIS permet de faire l'état des lieux de l'industrie financière d'aujourd'hui, mais de se projeter sur l'industrie financière de demain. Et à chaque fois, on a cette dualité donc qui permet d'en faire vraiment un événement qui accompagne l'industrie financière dans sa transformation dans le bon sens. Monsieur Aristide Ouattara, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est un plaisir. Au revoir. Parlons maintenant de ces entrepreneurs encore en quête de nouvelles techniques managériales pour faire évoluer leurs activités. Et justement, le mercredi de l'entrepreneur leur offre l'opportunité d'apprendre et de se former sur un thème assez technique. Il s'agit de l'amortissement, dépréciation et provision dans une PME. Suivons cela avec Marie-Ange Bida. Amortissement, dépréciation, provision. Des thèmes pas toujours faciles à comprendre et à maîtriser par tout manager d'entreprise. Et pourtant, à l'heure du bilan d'exercice, c'est un passage obligé. Le mercredi de l'entrepreneur de ce mois de novembre vient donc à point nommé. Nous allons nous inspirer de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit comptable et à l'information financière pour montrer les innovations majeures par rapport à ces calculs. Puisque avec la révision du SISQUADA, il y a eu de nouvelles techniques de calcul de ces amortissements. Et les articles 45 et suivants de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière nous instruit clairement sur la définition de ces notions et comment faire les calculs. Par exemple, aujourd'hui, pour calculer les amortissements sur une immobilisation, ce n'est pas forcément le coût d'acquisition de l'immobilisation qu'on utilise pour faire les calculs. On peut déjà estimer la valeur de vente à la fin du bien et déduire ça de la valeur d'acquisition, et c'est sur cette valeur qu'on va pratiquer les amortissements. Quant aux dépréciations, il faut chaque année vérifier les immobilisations s'il y a des indices de perte de valeur au-dessus des amortissements qu'on a prévu pratiquer. Et dans ce cas, on comptabilise une charge supplémentaire qu'on appelle dépréciation pour compléter la charge d'amortissement comptabilisée. Mois après mois, l'ANPGF, Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, forme les entrepreneurs. Une démarche qui veut les amener à être plus performants. Nous sommes en fin d'année et la fin d'année rime avec le bilan des activités de l'année en cours et la programmation des diligences à réaliser au cours de l'année prochaine. Et pour ce faire, nous avons choisi de faire ce MDE, l'avant-dernier de l'année, sur le thème provision, amortissement et dépréciation dans une PME. C'est un thème très important dans la mesure où
nous avons constaté que les règles fiscales et comptables qui entourent ces concepts sont vraiment pas aisés à comprendre. Et pour les maîtriser, il faut vraiment une formation approfondie qui permette aux promoteurs, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets de bien comprendre ces notions. À quelques semaines de la fin d'année, il importe que chaque entrepreneur cherche à maîtriser les calculs fiscaux et comptables pour mieux se projeter dans l'année à venir. Suivons à présent ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 16 au 30 novembre 2023 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1030 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 1795 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de janvier 2024 pour le café et de décembre 2023 pour le cacao. Signé le secrétaire général Anselme Gouton. Ainsi prend fin ce magazine consacré à l'actualité économique. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.